La Russie a attaqué la plus grande centrale nucléaire d'Europe en Ukraine. Cette nuit, des frappes ont touché une unité abritant un laboratoire, déclenchant un incendie. Une offensive symbole de la détermination de Vladimir Poutine, prêt à tout pour s'emparer du pays. À mes côtés, Magali Barthès, bonjour, notre spécialiste des questions internationales. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour. Général Dominique Trinquant, soyez le bienvenu également. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Ludovic Dupin nous a rejoint. Bonjour, porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire. Et Mériadec Raffray, bonjour, journaliste spécialiste des questions de défense. C'est une attaque effrayante qui s'est produite en Ukraine, la frappe d'une centrale nucléaire la plus grande d'Europe, 10 fois plus puissante potentiellement que Tchernobyl. Preuve que Moscou ne reculera devant rien. C'est le message envoyé par Vladimir Poutine. Les forces russes occupent désormais le territoire de la centrale. Nivine Potros, bonjour. Racontez-nous ce qui s'est passé cette nuit. Eh bien, cette nuit, des chars russes sont parvenus à entrer dans la centrale nucléaire de Zaporijia. On le voit d'ailleurs en bas de l'image, ce sont les véhicules qui semblent stationnés. Ce sont tout simplement des chars russes qui ont tiré à plusieurs reprises, qui a provoqué l'incendie d'un bâtiment. C'est un bâtiment qui accueille notamment un laboratoire et un centre de formation. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes ont refusé que les pompiers interviennent sur place. Finalement, ils ont pu entrer. Ce matin, le feu est maîtrisé. Le niveau de radioactivité semble inchangé. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, aucun équipement essentiel n'a été endommagé. Mais ce qui inquiète évidemment ce matin, eh bien, c'est la proximité des frappes. Et pour bien comprendre la géographie des lieux, regardez cette carte. Non, alors ce n'est pas cette carte, on va la voir juste après. On a essayé voilà, c'est celle-ci. Le point jaune que vous voyez sur cette carte, c'est la caméra de vidéosurveillance qui a donc filmé les images que vous venez d'apercevoir. La zone en jaune, c'est probablement la zone où ont lieu ces frappes, et on le voit, elles sont situées à seulement quelques mètres de ces fameux réacteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes savaient ce qu'ils faisaient, puisque les chars sont équipés de viseurs thermiques. Alors tout cela, évidemment, est calculé. C'est une manière pour les autorités russes d'accentuer la pression dans une zone où les soldats russes progressent, puisque nous sommes au sud du pays. On va la revoir, cette carte de l'Ukraine. La centrale de Zaporijia, vous le voyez, elle est située plutôt dans le sud du pays. Elle est en fait au milieu de ce fameux axe Donbass-Crimée, un axe que les soldats russes espèrent relier. La centrale est également au bord du fleuve Dniepr, qui lui aussi est stratégique. Oui, qui coupe l'Ukraine en deux. Merci Nivine pour ces explications. Alors, on a compris qu'aucun équipement essentiel n'avait été touché, les tirs étant ciblés, maîtrisés par Moscou. Mais frapper une centrale nucléaire, c'est quand même un message terrible que Vladimir Poutine envoie ce matin. Il faut prendre un petit peu de recul. Il y a 2 jours, les Russes ont essayé de prendre cette centrale, et puis il y a une résistance de la population, même du personnel de la centrale, que l'on a vu sur certaines images se mettre devant l'avancée des Russes. Les Russes étaient donc tout autour de cette centrale, mais n'arrivaient pas à en prendre le contrôle. Ils ont donc profité cette nuit que la centrale soit vide, parce qu'il n'y a aucune victime civile, il faut aucune victime dans cette attaque. Et ils ont donc profité de la nuit pour pousser leur avantage. Et ce matin, les dernières informations que nous avons sont qu'ils sont, ça y est, ils sont entrés donc bien sur la centrale, ils en ont pris le contrôle. Pourquoi est-ce si important pour les Russes? Leur intérêt n'est évidemment pas de déclencher un incident nucléaire, parce que vous vous rendez bien compte que l'incident nucléaire, il touchera autant les Ukrainiens que les Russes eux-mêmes. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre le contrôle de cette centrale qui fournit en électricité plus de 20% du pays. Et c'est vraiment ça qui est important. Ils sont en train, les Russes, de remonter de Crimée, d'essayer de prendre possession du Dniepr. Et le Dniepr, sur ce fleuve, il y a des centrales donc électriques, nucléaires tout autour, et des barrages aussi électriques. Et le but, c'est vraiment de contrôler l'électricité et de priver la population ukrainienne de cette électricité, de la priver de chauffage. On est dans une stratégie de siège. Ce sont des objectifs stratégiques, ces centrales. Et là-dessus, on le voit bien ce matin, eh bien, Vladimir Poutine a réussi, puisque maintenant, aujourd'hui, il est maître de cette centrale de Zaporijia.
C'est donc un objectif militaire stratégique dans la conquête du pays, Général Trinquant? Bien sûr. L'objectif militaire est de pouvoir contrôler la production d'électricité de façon à distribuer l'électricité à qui on veut et à la couper à qui on ne veut pas, en particulier dans l'encerclement des grandes villes. C'est une centrale très importante. Donc, comme cela vient d'être expliqué, elle a essayé de la prendre une première fois. Les moyens utilisés par les Russes, c'est quoi? Ce sont des chars. Parce que la nuit, ils ont des visions thermographiques, donc ils voient très bien et savent très bien disséminer là où ils peuvent tirer et pas tirer. Deuxièmement, un char, ça tire dans une fenêtre d'1 mètre sur 1 mètre, vous voyez, à peine. Donc c'est du tir de précision. Donc si vous voulez, il faut différencier ça d'un tir d'artillerie qui aurait pu effectivement être dangereux parce qu'il aurait pu tomber un peu à côté, même si aujourd'hui l'artillerie est plus précise. Mais c'est les moyens qui ont été dédiés à la prise de la centrale, c'est d'une certaine façon pour la contrôler, mais non pas pour créer un incident. En revanche, il y a eu un incendie, c'est vrai, et l'incendie est maîtrisé maintenant. Les Russes tiennent la centrale et vont pouvoir contrôler, puisqu'on est dans la phase aujourd'hui, si vous voulez, de saisie des villes. On parlait d'Odessa tout à l'heure, mais la saisie des villes, ça veut dire quoi? Pour les prendre le plus vite possible, j'allais dire d'une certaine façon, on coupe l'électricité, on coupe l'eau, on crée des couloirs humanitaires. La fameuse négociation d'hier, en fait, c'est une manœuvre militaire. Hein. On crée des couloirs d'évacuation humanitaire, la population sort, on place les forces comme on peut le prendre, et ensuite, on saisit les villes. Vous voyez, Odessa, moi j'ai des informations directes d'Odessa, il n'y a plus de carburant, on ne peut plus retirer d'argent, on ne peut plus se nourrir. La population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a plus d'eau, plus d'électricité. Les maires de la ville qui vient d'être prise hier soir annonçaient qu'il n'avait pas d'autre choix que de contrôler avec les Russes de façon à ce que tout se passe bien dans la ville. Donc on est vraiment dans la phase de saisie des territoires au sud. Peut-être revoir la carte pour bien comprendre en fait quelle est l'avancée stratégique de l'armée russe dans le sud du pays. Exactement, c'est pour ça que je pense qu'il faut être très très prudent. La centrale nucléaire. Voilà. L'invasion russe est en train d'atteindre ses objectifs en reliant le Donbass au sud, la Crimée, la mer d'Azov est devenue russe, la mer Noire va devenir russe quand Odessa sera pris et ira jusqu'au bout. Et là, en fait, l'Ukraine utile, avec les mines, la fourniture de céréales et les ports pour l'exportation, sera entre les mains des Russes. Et ensuite, la seule question qui reste, c'est Kiev. Parce que Kiev, c'est un objectif stratégique pour renverser le pouvoir. On y reviendra, ça voilà. Sur Kiev, la capitale. Mais donc l'offensive russe fonctionne, comme le dit le président Poutine, d'une certaine façon, fonctionne comme... Selon le plan. Il suit son plan. Allez-y, Myriam Delcrafret. Ouais, moi, je voudrais compléter quelques éléments sur cette centrale. Moi, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les Ukrainiens ont un peu joué avec le feu et les Russes ont montré qu'ils n'avaient pas peur, y compris du symbole et de l'image que ça allait envoyer. Et ils ont, à mon avis, manié avec précision le feu de leurs chars, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois capables de faire des dégâts, des dommages collatéraux. On l'a vu avec les fameuses thermobariques, qui sont des armes quand même hyper destructrices. Et là, en l'occurrence, ils ont fait évidemment des tirs précis et les Russes n'avaient évidemment aucun intérêt à toucher les éléments vitaux de cette centrale. Mais en revanche, le message envoyé est très clair, y compris ici, chez nous. Nous ne reculerons pas, nous ne reculerons devant rien pour prendre les points clés du terrain. Nous n'avons pas peur. Et vous voyez, et donc on était capable d'aller jusqu'au bout et on maîtrise ce qu'on fait. Donc là, le message est très clair et je crois qu'il est directement envoyé effectivement à la fois aux Ukrainiens et à la fois aux Occidentaux. Donc c'est à la fois une opération militaire plutôt subtile et en même temps une opération de communication stratégique très claire et le message est très très précis. Et il faut réintégrer ce message dans le dialogue stratégique que les Russes ont entamé, ont ouvert avec les Américains en particulier sur la question nucléaire. À mon avis, tout ça c'est lié et c'est pas fortuit. Il avait déjà prévenu hier avec son coup de fil avec Emmanuel Macron. Là, on a la preuve ce matin. Il est déterminé, si vous voulez, autour de ce plateau, il y a beaucoup de talent et d'expertise pour rationaliser la situation. Mais quand même, on passe à 2 doigts d'une catastrophe majeure. Moi, je veux bien que le tir ait été très précis, mais enfin, il est à une centaine de mètres de réacteurs nucléaires. Notre expert, dans un instant, va nous dire quels sont les dangers réels. Mais le message politique est terrible. Le message politique, moi, si vous voulez, le message politique, je m'en moque un peu. Il y a 2 messages. Ça veut dire que j'ai la capacité de déclencher une guerre nucléaire, c'est déjà énorme. La première folie, c'est celle des hommes d'avoir construit des centrales nucléaires, parce qu'on voit bien que quand la guerre saisit les territoires, il peut se... C'est un autre débat, monsieur. Oui, c'est un autre débat. Mais là, vous mélangez tout. Excusez-moi, vous mélangez tout. J'ai le droit de tout mélanger. Moi, je
vous ai laissé parler. Vous n'avez rien mélangé. À mon avis, je peux aller jusqu'au bout. Vous donnez de la confusion dans je peux aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut être certain? Est-ce qu'on peut être certain? Mais on est là pour débattre. Oui, bien sûr. Oui, mais vous parlez, je parle, et une fois que j'ai fini, vous reprenez. Et moi, je mélange tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires ont fait une frappe précise. Mais enfin, quand on frappe à une centaine de mètres des réacteurs, ça fait quand même un peu froid dans le dos, parce que ça c'est sûr. Mais un jour, voyez que nous sommes d'accord si on me laissait aller jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est quand même la folie de Vladimir Poutine. La folie. Vous dites qu'il est prêt à tout. Bien sûr qu'il est prêt à tout. Au pire. Et la question qui nous est posée, parce que c'est celle-là qui est grave, c'est jusqu'à quel point nous pouvons le laisser aller au bout de sa logique, qui est une logique mortifère. Vladimir Poutine, on ne le découvre pas, hein. Il a rasé la Tchétchénie. Rasé. Là, visiblement, son plan militaire, il a moins bien marché qu'il ne le pensait. Et maintenant, on est en train, je ne sais pas Kiev, comment finira la bataille de Kiev, mais enfin, tout le monde a très peur que tout soit rasé à Kiev, comme ça l'a été ailleurs. Parce que Vladimir Poutine, la vie humaine, il s'en fout. La seule chose qui compte, c'est son pouvoir, sa folie, sa vision de la Russie éternelle. Vous savez, monsieur, même les fous, leur nous logique, sommes face... Oui. Oui, mais enfin... Ah oui. On va y venir. Est-ce qu'on doit le laisser aller jusqu'au bout? Est-ce que dire on va livrer des armes aux Ukrainiens, dans quelques jours, ce sera une ligne suffisante? Ce sont ces questions-là qui nous sont posées, et qui le sont chaque matin avec plus d'acuité, parce que la folie russe, ce matin, c'est d'avoir envoyé des bombes à 100 mètres de réacteurs nucléaires. Alors, on va s'arrêter... Ce qui n'est jamais arrivé au monde. Première. Très précisément avec vous, Jade Partouche, parce que on découvre aussi avec cette guerre en Ukraine à quel point l'Ukraine est une puissance nucléaire. Arrêtez-nous d'abord sur cette centrale très précisément et sur ce qu'elle représente. Alors c'est effectivement la centrale la plus importante d'Europe, hein. On le disait pour que vous vous rendiez compte, elle devance tout juste celle de Gravelines dans le nord de la France. Alors cette centrale, vous le voyez, elle se situe donc dans le sud du pays, dans la ville d'Enerodar. Vous allez beaucoup entendre cette ville dans les prochains jours. Zaporijjia, donc c'est 6 réacteurs nucléaires sur les 15 que compte le pays en tout, à elle seule, pour que vous vous rendiez compte. Voilà, vous le voyez, elle assure 20% de l'électricité du pays. Ça représente à peu près, elle peut fournir de l'électricité à environ 4 millions de foyers. Donc effectivement, c'est colossal. À elle seule, vous le voyez, elle produit près de la moitié de l'énergie nucléaire du pays. Donc effectivement, c'est une centrale nucléaire extrêmement importante. Un point à préciser, parce qu'il faut quand même l'avoir en tête, quand la construction de cette centrale a commencé, c'était en 1979, à l'époque où l'Ukraine faisait encore partie de l'URSS. Donc c'est un élément important à avoir en tête dans cette guerre. Donc avec cette seconde prise après Tchernobyl, eh bien, les Russes resserrent un peu plus l'étau autour des Ukrainiens en ayant justement en main cette possibilité de les priver d'électricité. Alors on parle de cette centrale, mais au-delà, Jade, c'est une puissance nucléaire très importante, l'Ukraine. L'Ukraine, oui, c'est la 8e puissance mondiale nucléaire. Hein, donc effectivement, c'est une puissance nucléaire extrêmement importante. Vous allez voir cette carte. Hein, en tout, il y a, voilà, vous la voyez, en tout, il y a 4 centrales nucléaires en activité en Ukraine, 2 dans le nord-ouest, Tchernobyl, mais je n'en parle pas, 2 dans le sud. 15 réacteurs en tout. On va se concentrer justement sur cette zone du sud-est de l'Ukraine. Alors il y a Zaporijjia, effectivement, on en a parlé, désormais aux mains des Russes, mais il y a aussi une autre centrale nucléaire, la centrale nucléaire du Sud, aussi appelée Konstantinovka. Cette centrale, elle est importante, elle est à 180 km de Kherson. Kherson, vous le savez, pris par les Russes hier. Cette centrale, elle dispose de 3 réacteurs, donc si on les additionne à ceux de Zaporijjia, eh bien, à elles deux, elles ont près des 2/3 des réacteurs du pays. Donc on ne peut pas nier la situation géographique qui représente un risque de ces deux centrales quand on connaît la vitesse de progression des forces russes dans toute cette zone du sud. Donc on le répète, le but n'est pas de cibler bien évidemment les centrales, il faut essayer autant que possible de rassurer nos téléspectateurs, mais d'en prendre le contrôle pour justement avoir entre les mains cette force de dissuasion, de priver les Ukrainiens d'électricité et de faire des choses bêtes, recharger son téléphone, par exemple, regarder la télé, et donc avoir une arme de communication entre les mains, encore une fois. Merci Jade. On a envie de vous entendre, Ludovic Dupin, parce qu'il y a cette frappe qui est extrêmement inquiétante, mais elle a été précise. Alors quels sont les dangers réels après les tirs qui ont eu lieu cette nuit? Alors effectivement, la situation est grave, c'est une première mondiale. Après, on n'est pas passé à côté d'un accident nucléaire, loin de là, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments auxiliaires autour d'un réacteur. En l'occurrence, c'est cette centrale qui comporte 6 vivers. Il y a aussi des dizaines de bâtiments auxiliaires qui n'ont pas de matière radioactive, qui n'ont aucun danger sur le fonctionnement de la centrale.
En réalité, ce n'est pas la première fois qu'une centrale se trouve en zone de guerre. C'est déjà arrivé dans les années 90 en Yougoslavie. Et ça a permis à tous les opérateurs européens de se poser des questions sur « mince, il y a un jet qui est passé au-dessus de cette centrale, et qu'est-ce qui aurait pu se passer ?» Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, beaucoup de recommandations qui ont été faites, notamment celle de faire fonctionner les réacteurs à basse puissance dans des zones de conflit. Ce qui est le cas là, parce que sur les 6 réacteurs que vous avez évoqués, il y en a un qui est en maintenance, 4 qui ont été mis à l'arrêt, et il y en a un qui est en fonctionnement réduit. Alors pourquoi en fonctionnement réduit et pas arrêté, je ne saurais pas le dire, sans doute pour des besoins locaux ou même peut-être pour l'armée russe. En tout cas, à basse puissance, ce sont les recommandations pour qu'un accident nucléaire soit presque impossible, minime. Et après, même si un bâtiment réacteur se faisait éventuellement touché par un missile directement, et s'il se faisait, dans le pire des cas, éventré, je ne connais pas la puissance des armes, il y a encore beaucoup d'enceintes à l'intérieur du bâtiment. Il y a encore la cuve, les bâtiments auxiliaires qui sont dans le bâtiment. Donc il y a encore beaucoup d'étapes à passer. Donc on est vraiment passé très loin d'un accident. En revanche, c'est ça qu'on a envie de comprendre, en fait, les différentes couches, parce que jusqu'où il faudrait aller, enfin c'est pas un souhait, mais pour commencer à endommager un réacteur nucléaire. Déjà, tous les bâtiments qui sont en dehors de la chaudière, vous savez, le gros bâtiment rond qu'on voit généralement, tous les autres bâtiments qui sont les bâtiments auxiliaires ou la turbine, on peut taper dedans, il n'y a pas de problème, tant qu'on a toutes les redondances qu'il faut pour refroidir, pour apporter l'électricité. Comme l'ont dit les Russes, sur ce genre de réacteur-là, sur chaque réacteur, il y a plusieurs bâtiments qui sont redondants pour apporter de l'eau et l'électricité pour maintenir son fonctionnement. Il y a également des systèmes de contrôle-commande. Vraiment, le danger, c'est de venir taper dans le bâtiment réacteur. Vous savez, ce gros bâtiment rond avec les enceintes de béton, qui sont des bunkers, en fait. Et là, on a fait des tests, vous savez, à l'époque des attentats de New York, on a regardé si les réacteurs pouvaient résister à des chutes d'avions. Ouais. En l'occurrence, les VVER, donc les réacteurs de technologie russe, sont, on nous dit, capables de résister, comme les réacteurs français d'ailleurs, à des chutes de gros porteurs. Je ne sais pas quelle est la puissance d'un missile ou d'un char en comparaison, mais vraisemblablement, il y a une très forte résistance. Et même si cette enceinte en béton est percée, et même si cette enceinte en béton est transpercée... Mais ça veut dire quoi résister à une chute d'avion? Pardon, je vous pose une question un peu de béotienne, c'est vous le spécialiste. C'est-à-dire qu'un avion pourrait s'écraser sur un réacteur sans que ça l'endommage? Exactement. On peut aller jusque-là. Pardon, c'est pas que ça endommage, mais c'est que le cœur du réacteur où est vraiment le problème et la radioactivité soit toujours préservé. Après, évidemment, tout ce qui est autour serait détruit. Oui, bien sûr, le béton, mais il y a encore des étapes derrière. C'est ça la question. Général Trinquant. Oui, juste un point, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. L'Ukraine n'est pas la 8e puissance nucléaire. Oui, j'aurais pas dit ça. Non, parce que quand on parle de puissance nucléaire, on parle d'armes nucléaires. Et là, on mélange tout. Les armes nucléaires et l'utilisation du nucléaire pour produire de l'énergie. Donc l'Ukraine a décidé d'abandonner l'armement nucléaire au moment où elle a quitté l'Union soviétique. Donc elle n'a pas d'armes nucléaires. Alors c'est un vrai sujet, ça. En revanche, elle utilise beaucoup le nucléaire pour l'énergie avec, je répète, vous venez de vous expliquer, merci beaucoup, des tas de mesures pour cette protection. Donc le problème, c'est qu'on mélange un peu tout. Et dans la guerre de communication, j'écoutais le président Zelensky ce matin qui saisissait la balle au bond en disant « attention, catastrophe nucléaire, etc. » Parce que le pauvre, moi je ne le critique pas du tout, il est dans une situation tellement catastrophique qu'il cherche à provoquer le réveil des Européens, des Occidentaux sur quelque chose. Mais pardonnez-moi, monsieur Apathy, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre à la Russie en Ukraine? Aucun ne veut le faire. La deuxième point qu'il a souligné, c'était hier, dans sa conférence de presse, dans laquelle il demandait absolument une opération d'interdiction aérienne autour de l'Ukraine. Mais ça, moi je l'ai pratiqué en Yougoslavie, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui met en place des moyens considérables qui effectivement interdisent le survol. Mais à ce moment-là, pardonnez-moi, à ce moment-là, c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie. Bien sûr, mais donc, on ne veut pas aller jusque-là. Avant même d'évoquer cette possibilité, parce qu'il faudra y revenir en longueur, c'est ce qui quand même nous préoccupe aussi ce matin, mais potentiellement, s'il y avait une destruction de cette centrale nucléaire, ça serait 10 fois Tchernobyl. Ça, c'est une réalité? Ou est-ce que le président ukrainien est alarmiste? Je me pose la question. La comparaison n'est pas possible. Tchernobyl, Tchernobyl, c'est un réacteur qui a eu un problème interne dans la cuve. On a fait des tests sur Tchernobyl en situation instable, c'était la volonté, et il y a eu des tas d'erreurs, et donc c'est une explosion interne qui a détruit le réacteur, qui par ailleurs était d'une autre technologie, qui était fonctionnée au graphite, qui a le malheur d'être très inflammable, et d'ailleurs qui n'est plus du tout utilisée. Là, en l'occurrence, une agression externe sur un réacteur à eau pressurisée, ce sont les mêmes types de réacteurs qu'on a aux États-Unis ou en France, n'aurait pas du tout les mêmes conséquences. Vraiment, la comparaison de Tchernobyl et d'un réacteur à eau pressurisée type VVER russe
est impossible. Mais pourquoi, pardon, j'ai du mal à comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Tchernobyl, on a essayé de faire monter en puissance l'intérieur du réacteur en dehors des normes prévues de fonctionnement. Et l'intérieur du réacteur a explosé, soulevant le couvercle dessus. Et par ailleurs, il y avait beaucoup de graphite qui a le malheur de s'enflammer très vite. Donc il y a eu un incendie qui a dégagé énormément de radioactivité dans l'atmosphère pendant des jours et des jours. On connaît tous l'histoire. Là, en l'occurrence, on parle d'un tir de missile de l'extérieur sur l'intérieur de la centrale, dans un réacteur où même si des tuyaux d'eau s'éventrent, forcément ça ne va pas s'enflammer, donc il n'y aura pas de dégagement radioactif. Il faut vraiment aller taper dans la cuve en acier de plusieurs centimètres d'épaisseur d'acier pour avoir des dégâts. C'est très grave ce qui s'est passé. Je ne veux pas minimiser, c'est important ce qui s'est passé. Mais par contre, comparer Tchernobyl et un VVER russe, non, mais potentiellement, c'est ça qu'il voulait dire. Il s'agit juste de prendre conscience qu'il y a 10 jours, le discours public, non pas majoritaire, mais unanime, c'est que l'Ukraine ne serait jamais envahie. Et puis, l'Ukraine est envahie. C'est un choc terrible. Et nous découvrons chaque jour une escalade. Ce matin, ce qui nous préoccupe, c'est que tout à coup, une centrale nucléaire entre dans le raisonnement. Et nous nous posons une question que nous ne nous sommes jamais posée. Est-ce qu'une armée, je regrette, dirigée par des dingues, peut ou pas provoquer un accident nucléaire majeur? Votre réponse, c'est non. On s'est posé non. Non, mais oui, vous êtes posé la question et vous répondez toujours non. On répond toujours non. Non, mais il n'a pas répondu non. Il a dit qu'il faudrait beaucoup plus que ces tirs. Moi, si que les tirs de ce matin n'étaient pas en capacité de déclencher une catastrophe nucléaire. On s'est posé la question, si j'ai bien compris, à partir des attentats terroristes. Est-ce que si un avion gros porteur atterrit sur une centrale nucléaire, il y a un risque ou pas? Non. Mais en fait, je vais vous dire, on n'en sait rien. Et puis là, les missiles qui tombent à droite, à gauche, tout est maîtrisé. Vous pensez que dans le bazar, je suis poli, qui existe aujourd'hui dans cette région, vous pensez que tout est maîtrisé? Vous pensez que tout est sous contrôle? Que les militaires sont capables? Le général Trinquant le dit de tirer dans une fenêtre d'un mètre sur un. Et puis je voudrais juste, général... Est-ce qu'on peut parler? Je voudrais juste, général, vous dire autre chose. C'est que la question de la position de l'OTAN par rapport à Vladimir Poutine peut évoluer chaque jour. Bien sûr. Si nous sommes confrontés à ce type de folie. Rien n'est stable, rien n'est définitif. C'est bien le problème qui nous angoisse. On poursuit ce débat dans un instant. Je me permets juste de donner la parole rapidement à Meredith Raffray, qui voulait répondre sur ce point. Oui, alors moi je voudrais dire à Jean-Michel Apathy, premièrement, que j'ai bien compris qu'il n'était pas pour le nucléaire. À ce moment-là, il faut demander à Emmanuel Macron de le supprimer aussi en France. C'est pas ça, c'est ma première réponse. La deuxième, attendez, chacun son tour, s'il vous plaît. La deuxième réponse, c'est si je suis bien votre raisonnement. Et là où je voudrais dire, vous avez raison. C'est que dans toute guerre, il y a des risques. Et dans la guerre, les risques sont maximum. Donc, bien malin celui qui peut dire qu'il n'y aura jamais un risque. Voilà, ça, je suis d'accord avec vous. Et vous avez raison de le souligner. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'il y avait deux solutions. À ce moment-là, il fallait se débrouiller pour pas qu'il y ait de guerre en Ukraine, pour pas que la guerre commence. Et maintenant qu'elle commence et qu'elle prend des proportions qui sont alarmantes, il faut se débrouiller, tout faire pour qu'elle s'arrête le plus vite possible avant qu'on arrive à ce genre de risque. Voilà, moi, je crois, la bonne manière de raisonner. Eh bien, justement, on va en parler dans un instant. Général, je vous donne la parole, Magali aussi, parce que ce qui se passe est extrêmement inquiétant. Est-ce que c'est le scénario du pire redouté par Emmanuel Macron qui, justement, a émis cette hypothèse après son coup de fil terrifiant avec Vladimir Poutine et cette attaque qui a eu lieu ce matin et qui a ciblé la plus grande centrale nucléaire d'Europe? Restez avec nous.